mon Premier ministre et mon chef d'État de lancer et de faire fonctionner un XP dans mon pays. Peux-tu me donner 5 conseils compréhensibles pour un non-expert technique pour leur expliquer l'utilité pour mon pays, ainsi que 5 actions principales à mener pour ce faire? Cela en mode très résumé. Et voilà ce que ChatGPT me répond. Je vous assure que je n'ai pas modifié les réponses. Il me dit « Utilité d'un IXP, connectivité locale améliorée, résilience et sécurité accrue, réduction des coûts, attractivité des investissements, développement du secteur numérique. » Et les actions principales à mener, il me dit « Sensibiliser et engager les parties prenantes, établir un cadre législatif, juridique et réglementaire, choisir un modèle de gouvernance, mettre en place l'infrastructure et les équipements, former et renforcer les capacités locales. » Et quand je dis ça, je me dis, bah voilà, on sait tout, le forum est terminé presque. Hein. C'est quand même un super bon résumé de ce qu'il faut faire. Maintenant, l'idée, évidemment, c'est qu'il va falloir adapter cela dans chaque pays, dans chaque région. On voit que dans certains pays, il y a plusieurs IXP, donc il y a plusieurs régions, donc il y a plusieurs existants locaux. Il va falloir à chaque fois adapter tout ça. Afrique centrale et IXP. Alors, donc, déjà un petit préalable. Hein. Qu'est-ce que c'est un IXP? Je commence par quelque chose qui est pas évident, c'est un IXP, c'est un projet qui n'est pas majoritairement un projet technique. C'est un projet d'aménagement du territoire. C'est vraiment un outil important pour la souveraineté du pays, pour son autonomie. Et j'ai envie de dire, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais je trouve que la formule est pas trop mal. C'est le plus petit des grands projets. C'est-à-dire que c'est un projet qui va pas coûter très très cher à un État, hein, comparé à construire un port, construire des autoroutes, construire un aéroport. Mais c'est un projet qui a le niveau de structuration pour un pays de construire un aéroport. Qu'est-ce qu'on voit en Afrique centrale aujourd'hui? On voit un état de développement des IXP qui n'est pas très très développé. Mais ça peut laisser quand même présager de bonnes perspectives pour l'avenir. Et pour rappel, si on n'a pas d'IXP dans son pays, ben on peut considérer que ça va être très difficile pour l'économie locale de se développer, l'économie numérique locale. L'Internet reste une fuite majeure de devises puisque l'inter plus loin net, hein, c'est ce qui est écrit juste en dessous, s'il n'y a pas d'internet local, c'est donc s'il n'y a pas d'IXP, s'il n'y a pas d'entre-réseau local, l'Internet pour un État n'est qu'une fuite de devises. C'est-à-dire que il n'y aura pas de valeur qui va se créer dans le pays. Toute utilisation d'Internet sera une dépense à l'étranger. Les fournisseurs d'accès à Internet seront obligés de payer des liaisons internationales très chères. Les hébergeurs, les data centers ne viendront pas. Et on reviendra plus tard sur l'importance des data centers. Donc, quelques rappels pour l'Afrique. Hein, pour les Africains, c'est évident. Ils savent qu'ils ont le continent le plus grand du monde. Pour les Européens et pour les autres parties, c'est un peu moins évident, puisque malheureusement, avec les projections qu'on a l'habitude d'avoir du planisphère, l'Afrique est toute petite comparée à sa vraie taille. Les taux de pénétration d'Internet dans le monde, donc par continent, on voit que l'Afrique est clairement le dernier continent en termes de taux de pénétration d'usage d'Internet, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est aussi celui où il y a la plus grande croissance. Et de la même manière, on voit le taux de pénétration de l'Internet fixe. Alors, c'est là où c'est le plus, l'Afrique est le plus en retard. Hein. On voit que, bah, oui, il y a quand même très peu de la population en Afrique, en Afrique, toute région confondue, qui a un accès fixe à Internet. Après, au sein de l'Afrique, si on zoome un peu, on voit qu'il y a des disparités très fortes aussi d'une région, ce que les Africains appellent les sous-régions, d'une sous-région à l'autre. Et là, j'ai pris, pour exemple, les prix en dollars pour 1 gigabyte, désolé, de combien coûte 1 gigabyte sur les différents réseaux mobiles en Afrique. Et on voit qu'il y a une disparité très très forte de 30 dollars par gigabyte à 3 pour le Burkina Faso, mais on voit que évidemment ça descend et qu'il y a certains pays où, comme en Europe ou aux États-Unis, 1 gigabyte c'est compris dans un forfait et qu'en fait on ne paye plus du tout au gigabyte transféré. Et sur la droite, j'ai mis un petit tableau donc, qui zoome sur l'Afrique, sur le taux de pénétration de l'usage d'Internet par sous-région. Donc ça, c'est une statistique assez récente, janvier 2023, qui montre que l'Afrique centrale est un petit peu parmi les pays, les sous-régions les moins avancées, on va dire, en termes
de pénétration d'Internet. Ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a du travail à faire pour que ça s'améliore. Hein. C'est toujours, enfin, c'est mieux d'être à 90%, mais ça laisse présager de joyeuses années de travail quand on n'est que à 30%, que ça ne peut donc que monter. Si on zoome un peu sur les XP avec un petit état des lieux, ça j'ai récupéré ce document depuis le travail qu'a fait ISOC il y a 2 ans maintenant sur l'état des lieux d'Internet des IXP en Afrique. On voit qu'il y a quand même eu une très grosse progression en 10 ans du nombre d'IXP, du nombre de POP d'IXP, du nombre de membres dans les IXP. Et les indicateurs ne sont pas tous au vert, hein, on va le voir un peu plus dans le détail, mais quand même, on a une très forte progression du nombre d'IXP et du trafic qui est écoulé sur les IXP. Malgré tout, c'est globalement sur l'Afrique, on va dire qu'on est quand même un tout petit peu encore en retard, mais il y a des initiatives, on le verra en toute fin de cette présentation, qui démontrent qu'il est tout à fait possible en Afrique d'avoir des IXP qui fonctionnent de manière très puissante et quasiment similaire à ce qu'on voit en Europe. Maintenant, le zoom sur oui, j'ai écrit CEAC, mais en gros, c'est Afrique centrale. Donc, on a 11 pays, on a 11 IXP dans la CEAC, mais on a quand même des pays qui n'ont pas d'IXP dans la CEAC, et donc certains pays qui ont plus qu'un seul IXP. Hein. On voit l'Angola, par exemple, ou la République démocratique du Congo. Nico fera une présentation après. Qui a désormais 3 POP avec un certain nombre de membres connectés. Donc, j'ai laissé les chiffres de 2022 et 2023. On voit qu'il y a une progression quand même assez nette. Également, en termes de trafic, là, on est en milliers de mégabits. Donc, 30 000, ça veut dire 30 gigabits. Et ici, c'est passé donc cette année à 50 gigabits. Donc, une belle progression, quasiment un doublement sur Kinix. Pour les autres pays, je me suis connecté sur les sites web des différents IXP, puisque les agrégations, en fait, c'est un problème de communication global qu'on voit dans tous les IXP d'Afrique, c'est qu'ils oublient en général de bien communiquer sur ce qu'ils font, ce qui est dommageable, puisque en général, il y a des belles choses qui se passent, mais on oublie de communiquer vers l'extérieur. On verra d'ailleurs, c'est un des points d'amélioration forts à avoir, c'est que les IXP sont souvent considérés comme étant l'IXP national, et donc on en oublie la partie internationale. On a toujours des pays malheureusement qui n'ont pas d'IXP. On a un pays qui en a un depuis cette année que moi je n'avais pas identifié l'année dernière, c'était peut-être une erreur de ma part. Dans la sous-région, on voit clairement que c'est l'Angola et la République démocratique du Congo qui sont les 2 pays leaders. Comme élément marquant cette année, on a dans la sous-région l'arrivée d'un nouveau câble qui traverse l'océan Atlantique et qui arrive directement au Cameroun. C'est pas une première parce qu'on a déjà vu ça vers le Nigeria, mais le Nigeria n'est pas dans la sous-région. Par contre, c'est une première vers un pays francophone. Un des problèmes pour les IXP majeurs, qui est connu, qui est identifié, c'est cette fameuse connexion déjà à l'intérieur même des pays et voire en interpays. On voit souvent des réseaux, un bel exemple ici, hein, on a 2 réseaux, on a une frontière entre les deux et en gros, il n'y a pas d'interconnexion entre les pays. Il est très difficile de créer des liens de la terre à la terre, d'un pays à l'autre en Afrique. Et donc souvent, les connexions d'un pays à l'autre passent par les câbles océaniques et donc, en gros, techniquement, passent même par l'Europe avant de revenir. Ça, ça freine beaucoup les usages locaux, hein, et locaux avec les voisins, puisqu'il ne faut pas raisonner qu'au niveau d'un pays en propre. Un autre problème, c'est qu'on a un manque criant de data centers dans la sous-région. On a un manque de connaissances, de formation BGP, etc. Et ISOC y travaille. Est-ce qu'on a encore trop de régulation? Je ne crois pas, mais on va dire on a quand même des monopoles qui sont souvent trop présents. Voilà, et pourtant il y a des infrastructures qui commencent à exister. Mais voilà, je l'ai évoqué, j'avais un petit peu spoilé mon discours. On a beaucoup d'IXP encore dans la sous-région qui se définissent d'ailleurs, hein, qui le disent, l'IXP national du pays, mon pays. Hein. Et du coup, qui restent parfois fermés structurellement aux acteurs étrangers. C'est-à-dire qu'on a des pays qui disent
pour venir sur mon IXP, il faut être un opérateur déclaré de mon pays. Alors, on se doute bien qu'il y a un certain nombre d'acteurs, et parmi les plus importants, je vais citer les GAFAM, qui ne sont pas opérateurs dans votre pays et qui donc ne peuvent pas venir se connecter sur les XP. Et c'est dommage de laisser des barrières à l'entrée de ce type, puisqu'on pourrait avoir un des GAFAM qui dit « je veux venir dans votre pays, je veux venir sur les XP », mais si on lui objecte immédiatement que ça n'est pas possible parce qu'il n'est pas opérateur, bon, bah, il va changer de pays, il va aller voir à côté si l'herbe n'est pas plus verte. Et donc, on a encore cet héritage, et c'est des choses qu'il faut faire évoluer dans le temps pour permettre d'accueillir plus facilement les acteurs étrangers sur les IXP nationaux. Sans surprise, je vais vous révéler quelques chiffres. Non, Franck, ne prends pas peur, je ne vais pas donner de chiffres, mais aujourd'hui, la croissance de FranceX est continue, et on a toujours de très nombreux membres francophones et français qui arrivent sur l'IXP, mais on a aussi une très grande partie de nos nouveaux membres qui sont clairement des acteurs internationaux, qui n'ont quasiment pas de présence en France, sauf une activité commerciale, puisqu'ils vendent mondialement un service, un produit, un jeu vidéo, une solution de visioconférence ou que sais-je. Donc, FranceX accueille aujourd'hui autant d'acteurs français que d'acteurs étrangers, et les accueille dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence entre un client qui est français ou un client qui est étranger, parce qu'on n'a pas de règle de barrière à l'entrée. Sur les ASN, ça, je vous avoue, je n'ai pas remis à jour la statistique, parce que quand j'ai cherché à la remettre à jour, c'est la même stat que l'année dernière, donc j'ai juste mis en évidence les ASN. On voit que beaucoup de pays n'ont pas beaucoup d'ASN, donc pas beaucoup d'autonomous systèmes, et donc, par conséquent, ne peuvent pas venir sur un point d'échange puisqu'ils ne peuvent pas faire de peering. Je vous rappelle en préalable, pour faire du peering, il faut avoir un autonomous système, il faut avoir des adresses IP, et il faut avoir un routeur BGP pour pouvoir faire du peering. Donc, on voit que là, dans la sous-région, on est dans une situation, alors on comprend que Djibouti n'est peut-être qu'un seul AS. Bon, comparé à la taille du pays, ça n'est pas complètement... voilà, on voit, j'ai ramené le nombre d'AS par million d'habitants, et on voit que Djibouti a un AS par million d'habitants. Et voilà, dans les pays de la sous-région, on est plutôt à 0, 0, 0,50, 0,17, 0,90. En comparaison à un pays que vous connaissez tous, mais qui n'est pas non plus un modèle dans ce domaine, mais qui, voilà, c'est la France. La France est à 55 AS par million d'habitants. Donc, il y a un gros travail à faire pour expliquer aux acteurs locaux qu'il faut qu'ils prennent leur AS, que les banques prennent leur AS pour être indépendantes, et qu'elles puissent, alors, pas nécessairement venir faire du peering, mais au moins avoir 2 fournisseurs de transit IP, que les acteurs gouvernementaux fassent de même, etc. Là-dessus, on a parfois un problème, c'est qu'il y a des États qui essayent de contrôler l'accès à la ressource IP. Ça n'est pas le cas de la sous-région Afrique centrale, mais dans d'autres parties de l'Afrique, on a des États qui essayent de se mettre entre un demandeur potentiel d'AS, ce qui peut être la télévision, qui peut être un fournisseur d'accès, qui peut être un data center, et l'Afrique qui délivre la ressource. Donc, il faut avoir des États qui créent des lois en disant, pour avoir le droit d'avoir un AS, il faut que vous soyez opérateur, encore une fois, déclaré dans le pays. Or, on imagine mal un hôpital central, national, se déclarer comme opérateur pour avoir le droit d'accéder à une ressource IP, qui est une ressource qui devrait être libre d'accès, libéralisée, etc. Un autre problème qu'on voit souvent, c'est des problèmes de communication. Je l'ai déjà évoqué. Donc là, on voit qu'on a sur l'Afrique en global beaucoup de pays qui n'ont pas d'IXP. On l'a vu tout à l'heure, il y en a 3 dans la sous-région, il y en a 10 au niveau de l'Afrique. Beaucoup d'IXP, malheureusement, sont encore à un stade de développement assez, on ne va pas dire primitif, mais élémentaire, puisque ils ont créé un IXP il y a quelques années déjà. Ils avaient 4 membres ou 3 membres ou 5 membres il y a quelques années, et ils n'ont toujours que 3, 4 ou 5 membres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à développer le portfolio de leurs clients ou de leurs utilisateurs ou de leurs membres sur l'IXP, et ils se sont contentés de dire, voilà, nous avons 3 fournisseurs d'accès dans notre pays, nous faisons venir ces 3 fournisseurs d'accès sur l'IXP, et ça s'arrête là.
Or, c'est dommage puisqu'un IXP, c'est avant tout une communauté et ce ne sont pas seulement les fournisseurs d'accès qui doivent être sur l'IXP. On a sur l'Afrique vraiment un problème de communication vers l'extérieur. Moi-même, qui pourtant connais plusieurs sites, plusieurs sources d'informations, j'ai du mal à savoir dans un pays si un IXP existe encore ou s'il n'existe plus. Et on a même des exemples, vous le voyez sur la carte ici, où la Tunisie a clairement un IXP qui fonctionne très bien et qui pourtant n'est pas référencé comme étant un pays qui a un IXP. Donc, c'est dommage. Ici, je vous montre par exemple sur un site web qui fait assez référence, qui n'est pas un site dédié aux IXP, ce qui est Data Center Map, qui est un site web sur lequel vous pourrez trouver tous les data centers. Et voici ce que Data Center Map nous dit quand on lui demande où est-ce qu'il y a des IXP. Donc on voit que les IXP ont fait, pas une erreur, mais ont oublié de communiquer, et de communiquer pas seulement à ISOC, parce que ISOC c'est très bien, mais il y a d'autres sources d'informations qu'il faut tenir informées sur le fait que votre XP est là et qu'il fonctionne. Sinon, personne ne le sait, donc personne ne viendra vous voir. Alors les freins au développement d'un XP, c'est parfois de la régulation trop forte, hein. On a vu des pays, alors heureusement c'est quelque chose qui est en train de disparaître, qui ont créé des licences d'IXP. Alors, c'était une licence dont on savait qu'a priori un seul acteur allait faire la demande, hein, parce qu'on n'avait pas prévu qu'il y ait 3 IXP dans le pays. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, parfois l'accès à la ressource qui est limité, c'est-à-dire il est difficile dans certains pays d'accéder directement à Frenic, hein. Donc on ne peut pas faire une demande d'AS et d'adresse IP sans passer par son gouvernement ou une ressource locale, alors que normalement ça devrait être en libre accès, hein. L'exemple en Europe avec RIPE, n'importe quelle structure de l'espace RIPE, donc l'Europe et le Moyen-Orient, peut parler directement avec RIPE sans avoir besoin de demander l'autorisation à son gouvernement. Un autre point que j'ai déjà évoqué partiellement aussi, les IXP qui sont trop limités au FAI ou FSI, parfois par la loi. Donc, je l'ai évoqué aussi, quand un réseau de livraison de contenu, CDN, arrive dans le pays, il n'est pas opérateur, donc il ne peut pas venir se connecter, donc il ne vient pas du tout. Il va vraiment clairement tout de suite regarder ailleurs, puisqu'il se rend compte qu'il n'est pas le bienvenu et qu'il ne pourra pas se connecter, même s'il le souhaite, et même s'il est prêt à payer la cotisation. On a aussi souvent, malheureusement encore, et là dans la sous-région c'est encore un petit peu le cas, des opérateurs historiques qui ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire qu'ils disent officiellement qu'ils sont bien connectés sur l'IXP, c'est vrai, ils le sont, mais ils vont faire en sorte de ne pas présenter l'ensemble des clients de leurs clients qu'ils ont dans tout le pays, mais ils vont juste présenter une toute petite partie de ces clients. Donc par exemple, j'ai même vu des cas où c'est dans la sous-région, je ne citerai pas le pays, où le fournisseur d'accès historique a annoncé uniquement les adresses IP qui concernent un espace d'adressage qu'il a réservé, lui, dans son plan d'adressage à lui, qui est l'espace des structures gouvernementales. Et comme ça, tous les acteurs du gouvernement voient qu'ils sont connectés sur l'IXP. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que depuis leur maison, chez le même fournisseur d'accès, les citoyens n'ont pas accès à cette ressource, n'ont pas accès donc à un accès direct vers l'IXP. Bon, parfois, une population trop faible, hein, des trop petits pays qui ne permettent pas de développer concrètement un IXP, voilà. Parfois des problèmes techniques, hein, très difficile d'avoir une liaison d'accès vers l'IXP. Et souvent, c'est lié, ces deux points-là sont liés à un trop fort monopole pour pouvoir accéder vers l'IXP. On a vu des IXP hébergés chez l'opérateur historique obligeant les fournisseurs, les acteurs qui voulaient venir sur l'IXP à passer par lui-même pour avoir une liaison d'accès vers l'IXP. Je vous rassure, on a eu exactement ce problème, et c'était pas il y a 50 ans, hein, c'était un peu plus qu'une dizaine d'années en France, Franck Simon en est témoin, où on avait le principal IXP français qui souffrait de cet état de fait que le lieu qui avait été choisi par l'hébergement était possédé par un opérateur, je vous laisse deviner lequel, et que pour rejoindre l'IXP, il fallait impérativement passer par cet opérateur pour pouvoir venir sur l'IXP. C'était un frein, évidemment, au développement de l'IXP, ce qui fait que la solution qui a été choisie, c'est de créer d'autres points de présence, d'autres POP dans d'autres data centers qui, eux, n'imposaient pas
la venue via seulement un opérateur. Et puis, dernier point, on a aussi certains pays, malheureusement, où il n'y a pas d'équipe locale, pas de gens qui sont intéressés, en fait, pour développer l'IXP, pas de quelque chose qu'on pourrait appeler pas de communauté. Et on appelle ça, donc, en général, une communauté se transforme en NOG, Network Operator Group. Dans le slide suivant, j'ai un petit slide sur le NOG. Donc, le NOG, souvent, c'est une communauté presque informelle d'acteurs qui se réunissent et qui parlent de sujets réseau et télécom. J'ai gardé ici, malheureusement, on ne le voit pas, j'ai gardé une petite carte des NOG référencés dans la sous-région. C'est la partie en haut à droite, et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de NOG en fait. Il n'y a pas beaucoup de structures qui soient associatives, officielles ou non officielles, qui font des événements réguliers avec la communauté nationale de leurs fournisseurs d'accès, hébergeurs, etc. Voilà. Sinon, pour mémoire, un IXP, c'est avant tout une communauté qui donc ne va pas concerner que la partie fournisseur d'accès ou fournisseur de services Internet, hein, opérateur, etc. Un IXP doit vraiment embrasser tout type d'acteurs qui souhaitent venir se connecter sur l'IXP. Ça va de la radio-télévision nationale, en passant par des banques, en passant par des data centers, des prestataires de services, voilà, des acteurs publics, des grandes entreprises privées. Il n'y a pas de raison en fait qu'un IXP soit limité à seulement les fournisseurs d'accès à Internet. Et en ce faisant, il ne faut pas oublier que les principaux bénéficiaires de la croissance d'un marché d'un IXP, ce sont les fournisseurs d'accès à Internet, parce qu'ils sont en général aussi opérateurs et que donc il va falloir vendre des liaisons, donc globalement les débits vont augmenter. Et qui sont les acteurs qui gagneront le plus d'argent in fine? Ce sont bien les fournisseurs d'accès Internet et les opérateurs locaux. Donc il n'y a même pas de raison en fait que ces acteurs-là freinent ou gênent ou empêchent la transformation d'un IXP vers un IXP ouvert, qui deviennent, là je rajoute un deuxième mot, NAP, Network Access Point, c'est-à-dire, il y a un slide là-dessus après, un IXP sur la partie peering seulement, c'est très bien, mais on va voir qu'un IXP naturellement va évoluer vers autre chose. Et cette autre chose, donc ça va être un NAP. Un NAP, c'est un peu comme une place de marché. L'IXP à l'origine permet de faire du peering. Le peering, c'est un petit peu la partie peace and love de l'Internet, c'est l'échange entre deux acteurs de paquets IP. Mais quand on veut rentrer un petit peu dans la vraie vie, dans le vrai business, eh ben, on se rend compte que les échanges, ça marche jusqu'à un certain temps quand on a des pommes de terre et des patates à échanger. Mais au bout d'un moment, on a besoin de passer par autre chose. Cette autre chose s'appelle la monnaie, et donc on tombe dans quelque chose qui s'appelle un marché, où les gens vont s'acheter et se vendre des choses. Donc l'IXP, lui, reste bien éloigné de ça, bien sûr, mais simplement ses achats et ses ventes vont se faire sur la place de marché, ou la place du marché, si vous voulez, qui s'appelle, qui est donc physiquement l'IXP. Et donc l'IXP va voir passer des flux qui ne sont plus seulement uniquement du peering, mais bien du peering et des achats-ventes entre des acteurs. Donc ça peut être du transit, ça peut être de la voix, ça peut être tout un tas d'autres choses. L'IXP peut tirer bénéfice de ça, bien sûr, puisque les membres vont devoir sécuriser beaucoup plus leur connexion vers l'IXP à partir du moment où il y a des échanges marchands. Hein, si je suis vendeur, je vais vouloir venir sur 2 points de présence, puisque sur un, je sais qu'il y a un risque, et donc je veux assurer de la qualité de service pour mon client. Et si je suis acheteur, de la même manière, quand je vais acheter une prestation à un acteur, je vais vouloir venir depuis 2 côtés, sur 2 points de présence, pour être sûr que je peux toujours acheter à mon fournisseur. Un IXP va donc souvent se mettre à animer la place de marché et va essayer d'en tirer des bénéfices en créant un site web, en proposant aux gens de mettre leur logo sur ce site web, etc., etc. Et ce qu'on voit aujourd'hui en Europe, c'est que les IXP deviennent de plus en plus souvent des plateformes d'accès vers des providers cloud. Alors attention, c'est pas seulement les grands clouds auxquels on peut penser américains, mais c'est bien aussi des clouds qui peuvent être nationaux et qui vont, grâce à l'IXP, pouvoir rejoindre plus facilement un grand nombre de clients sans avoir besoin à chaque fois de tirer une liaison vers ces clients, puisque le coût de la liaison
serait prohibitif et détruirait l'intérêt du cloud économiquement. J'en termine presque avec quelques pistes pour développer un IXP. Donc un IXP, je l'ai déjà dit, n'est pas un projet technique. Un IXP doit être financé car il ne sera probablement en lui-même, au moins au début et pendant quelques années, quasiment jamais rentable. On peut se poser la question sur la rentabilité des grands investissements d'État. Est-ce qu'un aéroport est rentable? Est-ce qu'un port est rentable? Il doit être une structure évidemment neutre, nationale, transparente, simple à gérer. Il doit s'occuper du trafic local et international, pas seulement le trafic local. Il doit permettre à des acteurs d'échanger du trafic, d'échanger des idées aussi, de regarder ce qui se passe à l'extérieur et de prendre les bonnes idées quand il y en a. Il doit autoriser les échanges non peering, hein, donc il doit sortir du modèle IXP seulement et aller vers le modèle NAP, donc il deviendra donc un IXP NAP. Il doit traiter vraiment avec une très ferme égalité tous les acteurs, que je sois un petit fournisseur d'accès local, que je sois le gros opérateur historique, que je sois Google, que je sois une banque qui vient se connecter, l'IXP doit appliquer sensiblement les mêmes tarifs, ne doit pas discriminer un acteur par rapport à un autre. Il doit évidemment éviter le plus possible, j'ai écrit jamais en majuscule, mais bon, le plus possible éviter de concurrencer ses membres, puisque un XP, dès qu'il concurrence ses membres, on peut comprendre que les membres vont vouloir partir de l'IXP. Le plus important, c'est qu'un XP est une recette qui doit être réinventée localement à chaque fois. Il n'y a pas de recette universelle pour les IXP. Dans chaque pays, dans chaque région, sous-région et donc région à l'intérieur d'un pays, un IXP, c'est quelque chose de différent. Quelques pistes un peu plus concrètes pour avoir un IXP qui fonctionne correctement. Vraiment simplifier à l'extrême la structure. Il ne faut pas passer 3 ans à écrire ses statuts. La forme associative, elle est bonne. Elle permet d'éviter, par exemple, le problème que dans un GIE ou un GIP, c'est encore pire, bien sûr, mais dans un GIE, de base, vous éliminez un certain nombre d'acteurs, puisque le GIE, souvent, va restreindre les acteurs qui peuvent adhérer au GIE à seulement des structures nationales. Vous pensez bien que Google ne peut pas se permettre de comprendre les différentes formes juridiques dans tous les pays du monde. Et donc, si vous leur proposez un modèle auquel ils doivent non seulement adhérer, mais devenir participants au niveau juridique de quelque chose, pour eux, c'est un frein colossal à l'envie de venir se connecter sur votre IXP. Deuxième point important, c'est l'équipe et surtout le porteur du projet IXP, ce qui est vraiment une personne clé. Parce que souvent, un IXP, c'est très personnifié sur une personne, parce que ça va être l'animateur, celui qu'on va voir à l'extérieur, celui qui va porter un petit peu la bonne parole autour de l'IXP. Donc, ça doit être en même temps un technicien, un gestionnaire, un bon communicant, etc. Et cette personne, c'est vraiment la personne clé. On a vu malheureusement quelques IXP qui ne se sont pas développés parce que soit le porteur du projet était trop technique, soit trop communicant mais pas assez technique. Donc il faut vraiment trouver un bon mix sur cette personne qui est la personne la plus importante. Ensuite, évidemment, un directeur technique. Quand je vous dis qu'un XP n'est pas un projet technique, c'est pour vous choquer, mais vous comprenez que il y a quand même bien besoin de technique, besoin de marketing pour organiser des événements, pour faire aussi des événements à l'étranger. Des bureaux, il faut bien des bureaux pour travailler, idéalement 2 POP techniques. Et un XP, c'est un projet dans la longueur. On va le voir dans le slide suivant, c'est que on ne crée pas un grand XP même en 2 ou 3 ans, c'est pas vrai. Puisque le temps de former, de forger les mentalités des acteurs locaux, des acteurs internationaux, qu'on sache qu'il y a un XP dans votre pays qui existe, déjà, si vous ne le dites pas, personne ne le saura jamais. Mais le temps que ça s'imprime dans les cerveaux des gens à l'échelle de la Terre entière, il va se passer quelques années et c'est tout à fait naturel et humain. J'en termine par un exemple qui n'est pas très très loin de vous, qui est un pays que souvent on me dit oui, mais l'Afrique du Sud, c'est différent, tu comprends, etc. Oui, d'accord, c'est différent. Donc NAP Africa a publié ce petit graphique qui est en haut là, qui est avec une croissance linéaire, sauf que ça c'est du marketing, mais moi je l'ai refait avec une vraie échelle. NAP Africa, c'était une structure qui, il y a 10 ans, faisait 6 gigabits seconde de trafic. On voit le trafic ici qui monte, mais c'est beaucoup plus parlant quand on le voit ici. Et là, ce qu'on observe, c'est l'accélération
assez phénoménal de leur croissance, puisque par exemple, là, février 2023, 3 terabits, mars 2023, 3,4 terabits, c'est-à-dire 400 gigabits seconde de trafic en plus sur leur IXP. Voilà. Donc, il y a 10 ans, NAP Africa, c'était un tout petit IXP. Aujourd'hui, c'est un IXP qui a dépassé bon nombre d'IXP européens et américains, bien sûr, même asiatiques. Donc, il n'est jamais trop tard pour commencer. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui, votre pays n'a pas encore un IXP qui marche que il ne faut pas viser dans 6 mois, il ne faut pas viser dans 1 an. Bien sûr, il faut viser dans 5 ou 10 ans. Et dans 5 ou 10 ans, un IXP qui aujourd'hui était en état de développement tout doux, pourrait tout à fait être un succès. Maintenant, on peut observer les conditions de ce succès. Pourquoi NAP Africa, ça marche? D'abord parce qu'il y a des gens qui s'en occupent vraiment, qui travaillent sur NAP Africa, qui communiquent, qui vont sur les événements internationaux, qui vont chercher les membres à l'international. Ils ont de la chance parce qu'il y a des câbles de très haute capacité, hein, 160 terabits seconde, qui sont arrivés chez eux. Donc, bien sûr, hein, c'est pas simplement parce que vous avez bien travaillé que ça va marcher. Si c'était comme ça, on connaîtrait tous la réponse. Ils ont aussi des offres d'hébergement. D'ailleurs, NAP Africa est porté, soutenu, sponsorisé par un data center hein, en particulier. Je ne ferai pas sa publicité ici, mais tout le monde voit de quoi il s'agit. Mais quand même, voilà, pour l'image, vous voyez cette courbe de trafic qui monte, qui monte, qui monte et qui monte de manière clairement exponentielle. Et peut-être qu'on n'en est qu'au début de la croissance exponentielle pour NAP Africa. L'avenir nous le dira. Voilà, j'ai fini ma présentation d'introduction. Donc, pour ceux qui ont suivi celle de l'année dernière, c'est sensiblement la même aussi parce que les choses n'ont pas drastiquement changé dans la sous-région. Hein. On est en sortie de crise Covid et c'est pas des choses. Enfin, le monde des XP ne subit pas une révolution tous les ans. Mais on voit bien donc dans la sous-région qu'il y a des points d'amélioration sensibles. Il y a des XP qui commencent à bien se développer et fonctionner. Il reste quand même des pays qui n'ont toujours pas d'IXP. Donc ça, je vais dire, c'est chaque pays qui choisit hein, d'avoir ou pas un IXP et c'est surtout pas des acteurs exogènes qui doivent venir s'installer et créer l'IXP. Et on le voit aussi donc avec NAP Africa, c'est pas parce que en 2014 dans leur pays et sur cet IXP en particulier, puisque NAP Africa vit en environnement concurrentiel, hein, ça n'est pas le seul IXP en Afrique du Sud. Voilà, ils étaient dans une situation 6 gigas en 2014, c'était quand même un joli trafic, mais on voit aujourd'hui leur croissance qui est absolument phénoménale et libre à chacun d'espérer avoir la même et de se mettre en ordre de bataille pour que ça soit la même chose dans votre pays d'ici 10 ans. Voilà, on est terminé pour la conférence d'introduction. Merci beaucoup Samuel. Est-ce qu'on peut applaudir pour Samuel? Merci beaucoup Samuel. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Mais avant cela, avant d'ouvrir peut-être l'opportunité à toute personne de poser la question, on aimerait reconnaître la présence de ICANN dans la salle, en la personne de Pierre Dangenou, le vice-président, qui est là avec sa team, qui est vice-président pour l'engagement des parties prenantes en Afrique, et Yazid Akano, responsable de l'engagement technique en Afrique et au Moyen-Orient. Donc, nous reconnaissons la présence d'ICANN. Est-ce qu'on peut applaudir pour ICANN? Et de ce fait, nous avons un partenariat particulier avec ICANN sur un projet qui s'appelle la coalition Digital Coalition. En fait, c'est difficile de dire en français, mais c'est Digital Coalition ou… Donc, je ne sais pas si vous avez quelques mots avant peut-être qu'on entre dans la question-réponse. Oui. Non, merci beaucoup. Merci de nous avoir permis aussi de suivre cette présentation. Et surtout, dire que nous sommes très contents d'être là. Merci aussi aux amis qui sont là. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Moi, j'en ai beaucoup, mais je ne vais pas les poser ici. Je sais où le faire. JB est là. Et tout le reste. Donc, merci pour ça. Non, je crois que ICANN
comme vous le savez certainement, cette structure-là, au niveau international, qui assure la coordination, n'est-ce pas, de l'Internet, de ces ressources en fait critiques que sont les noms de domaine, les adresses IP et autres. Nous sommes aussi intéressés par la connectivité. Nous ne sommes pas dans les pipes, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans tout ce qui est câble et autres, mais nous avons la conviction qu'il y a des mécanismes qui peuvent nous amener à faciliter la connectivité et donc à réduire le temps de latence et puis le coût. Voilà, vous avez l'expérience de ISP ici, dont on a parlé, quelque chose de très fondamental, qu'il faut que ceux qui chantent toujours, ben, on va garder le trafic ils doivent comprendre ces choses-là. Ce n'est pas en restant dans le modèle qui existe depuis vos indépendances, n'est-ce pas, avec le réseau bâti, n'est-ce pas, au nord et puis que revenir au sud. Je crois qu'il faut essayer de réfléchir à la possibilité de tout ceci. Bon, mais ceci dit, nous sommes beaucoup plus dans le secteur de l'infrastructure du DNS, n'est-ce pas? Le DNS est fondamental pour Internet. Et donc, nous avons un projet qui s'appelle Coalition pour l'Afrique numérique, qui va justement s'intéresser à ce genre d'infrastructures auxquelles on ne pense pas souvent, mais qui peut faire toute une différence. Nous avons installé, par exemple, ce qu'on appelle un MRS cluster, c'est-à-dire là, c'est le serveur racine, n'est-ce pas, de type L. Nous avons installé des serveurs récemment au Kenya et nous nous apprêtons aussi à l'installer ailleurs. Et nous avons vu la preuve qu'effectivement, on peut travailler sur le trafic des données. Et lorsque nous avons installé ceci en Afrique de l'Est, donc à Nairobi, nous avons vu très vite une différence dans la manière dont l'information, enfin les trafics se comportaient. Donc, ça veut dire qu'on peut jouer sur un certain nombre de mécanismes. Je crois qu'en Asie du Sud-Est, ça a été ce qu'ils ont attaqué. Donc, il faut y réfléchir. Donc, nous sommes très contents de cette association avec ISOC pour essayer de densifier, n'est-ce pas, les ISP au niveau de l'Afrique. Et plaisir pour moi d'être ici et d'écouter encore cette présentation qui quand même a assez de données, des statistiques qui doivent nous amener à réfléchir. Il y a beaucoup de problèmes sur les ISP, par exemple, le problème de gouvernance dont il a parlé, c'est très fondamental. Je suis pas là pour les questions. Merci de votre attention. Bonne continuation. Merci beaucoup, Pierre Dangenou. On va aussi, par la même occasion, peut-être donner peut-être 1 ou 2 minutes à Franck Simon, peut-être s'il a, il a accompagné le FPAC pendant quand même assez longtemps. Si vous pouvez peut-être dire 1 ou 2 mots. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, j'ai accompagné le Congo au début du projet. J'aurai l'occasion demain de détailler davantage, notamment sur les aspects gouvernance qui ont été mentionnés, puisque la SAM a fait un aperçu un peu des différentes contraintes qui pèsent sur les IXP, mais la gouvernance n'est pas un élément à négliger. Autant SAM l'a dit dans sa présentation, on ne peut pas passer 107 ans à rédiger les statuts, autant il ne faut pas se tromper sur les bases de ces statuts-là. Dans le cas de Francix, on est parti sur une association. J'aurai l'occasion demain d'expliquer un peu comment la gouvernance qu'on a mis en place, on est en train de la modifier. Et ça va un peu dans la tendance des XP qui, quand ils ont atteint une certaine maturité, nécessitent une évolution. On l'a vu, Sam a parlé en fait, des erreurs à ne pas commettre, mais en fait, on peut retraduire ces slides dans le sens du coup par déduction, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce qu'il ne faut pas faire. Et nous-mêmes, dans notre gouvernance, on maintient le système associatif, mais vous verrez demain, dans la présentation que j'aurai l'occasion de faire, que lorsqu'on grossit, on évolue effectivement vers des modèles type place de marché, ce qui était mentionné vers la fin de la présentation. Et c'est une évolution naturelle. Et la difficulté, c'est effectivement de comment on met en place ces places de marché pour ne pas devenir nous-mêmes concurrents des gens qui s'y connectent. Donc ça m'a indiqué le mot « jamais », mais il a corrigé assez rapidement par autant que possible. Et donc, c'est effectivement le cas, puisqu'on a typiquement aujourd'hui des fournisseurs qui nous demandent de prendre le relais
pour qu'on puisse, sur certains services, en tant qu'XP, vendre de la marque grise, parce qu'ils ne veulent pas adresser de la vente au détail, surtout quand ce sont des acteurs de grande envergure, et ils demandent à l'XP de faire la vente au détail en complément de la vente en groupe qu'ils peuvent faire, ou de fournir des services à valeur ajoutée qui viennent compléter leurs offres, et que donc seul l'XP peut proposer comme valeur ajoutée. Donc, l'XP n'a pas de valeur ajoutée à revendre tel quel des services qui seraient fournis par des partenaires. Ça, il en est hors de question. Par contre, souvent, il y a des compétences spécifiques que n'ont pas soit certains petits acteurs, soit que de gros ne veulent pas rentrer dans le détail et donc demandent à l'XP de fournir un CS marque grise qui rajoute des éléments dans ce service par rapport à de la marque blanche. Donc, on en reparlera demain, mais c'était juste pour faire un peu de teasing par rapport aux discussions qui vont avoir lieu. En tout cas, je suis très heureux de revenir au Congo après plusieurs années d'absence à cause du Covid. Et je suis très heureux de participer à OSIAN et d'y contribuer d'une certaine façon. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. À titre d'information, le projet entre ISOC et ICANN pour le développement des infrastructures Internet durera 3 ans. Donc, peut-être on va partager le lien où vous pourrez trouver plus d'informations par rapport à ce partenariat. D'accord. Donc, sur ce, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, on va se présenter, on va dire le nom et la structure. Comme ça, tout le monde saura. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Monsieur Nikes Yapoga, du point d'échange de la Côte d'Ivoire. Je suis sur l'autorité de régulation des télécommunications aussi également de Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Samier Triolet, pour cette brillante présentation. Bon, j'ai 3 questions. La première question, dans votre exposé, vous avez parlé de problèmes d'ISP, notamment le problème d'attractivité vers l'extérieur des points d'échange existants. Donc, moi, ma question est de savoir comment faire. Est-ce qu'il y a une stratégie ou des recommandations sur ce sujet-là? Donc, voilà ma première question. La deuxième, nous avons cette problématique en Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai que notre mode de gestion est quand même assez particulier. Bon, on a un point d'échange qui existe depuis 2013, donc bientôt 10 ans. Et nous avons quasiment l'ensemble des opérateurs FAI qui sont… OK, d'accord. Donc, nous avons pratiquement la quasi-totalité des fournisseurs et opérateurs en activité qui sont sur ce point d'échange. L'un des défis, c'est comment amener les opérateurs, surtout les opérateurs historiques, à annoncer la totalité de leur bloc d'adresse. Ils le font, mais c'est avec beaucoup de diplomatie que nous arrivons. C'est vrai qu'il y a une charte de fonctionnement qui permet cette gestion participative de ce point d'échange-là, mais c'est quand même un défi pour nous. Et la dernière question, c'est comment pouvoir évaluer les niveaux de maturité de son point d'échange et comment faire pour se faire accompagner pour passer à un autre niveau. Voilà mes 3 questions. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, Samuel peut répondre aux 3 questions. Oui. Samuel, est-ce que tu as entendu les 3 questions? Oui, oui, oui. OK, tu peux y aller. Alors, comment faire venir si je reprends un peu dans l'ordre, comment faire venir des acteurs extérieurs? J'ai envie de dire, vous êtes sur le point de commencer à être sur la bonne démarche, puisque là, je suis actuellement en Roumanie et que j'étais hier avec encore vos collègues, Philippe Kouamé et autres acteurs. Vous aviez prévu de venir à 2, malheureusement, pour des problèmes de visa. L'Union européenne ayant érigé ses frontières, il n'y a qu'une seule personne qui a pu venir, mais voilà, moi je suis en discussion assez permanente avec les techniciens de votre point d'échange. Hein. Dès qu'on me demande de participer à une réunion, j'y participe, mais le plus important, clairement, c'est de vous rendre visible de l'extérieur, c'est-à-dire avoir un site web en français et en anglais, évidemment, et participer à des événements internationaux.
c'est la solution. Hein. Si tout à l'heure, vous aurez le plaisir de voir Nico, qui était aussi avec moi jusqu'à il y a quelques heures en Roumanie, là, qui vient de prendre un avion qui rentre en France, donc il interviendra depuis la France. Nico, ça fait quasiment 10 ans qu'il vient à des conférences en environnement 100% anglophone, alors que lui-même n'était pas très très habile avec la langue de Shakespeare, mais il s'y met et il a compris que pour que son pays soit visible, il faut venir comme ça à des conférences de type RIPE, de type les événements organisés par Afrinic, AFPIF et ISOC, hein, bien sûr. Il faut sortir en fait de son pays et dire on est là, on est là, on est toujours là, oui, oui, on est toujours là. Il faut se présenter comme étant une structure neutre, évidemment, tout ce qu'on connaît d'un IXP, mais c'est simplement le fait de le dire et de le répéter, c'est sûr que si vous ne le dites pas, ça va pas bien marcher. On a malheureusement des IXP aujourd'hui dans la sous-région qui ont des problèmes techniques aussi simples que mon site web ne marche plus. Bon, ça inspire pas confiance, surtout quand ça dure 1 ou 2 mois. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire, il ne faut pas hésiter à faire appel à la communauté. Bon, je sais que la Côte d'Ivoire le fait très bien. D'autres pays hésitent peut-être un peu à le faire, soit par honneur, soit par ne pas montrer qu'on n'y arrive pas, etc. Mais c'est quelque chose, ça, dans le monde des IXP, vous trouverez toujours de la ressource pour vous aider. C'est-à-dire qu'il y a toujours un IXP qui sera prêt à vous aider, soit en fournissant un matériel dont il ne se sert plus, soit en fournissant de la ressource CPU sur un serveur, etc., etc. Mais ça, la Côte d'Ivoire l'a assez bien compris, je pense. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui c'est intéressant, qui a fait un premier XP qui a été un échec. Et donc, on est dans la 2e génération de l'IXP. C'est une chance, avec un redémarrage vraiment from scratch, une volonté de changer de nom. J'étais à la Réunion quand il a été décidé de changer le nom de l'IXP, parce que garder l'ancien nom, ça aurait voulu dire garder cette image négative qui était précédente. Et en fait, c'est le régulateur en Côte d'Ivoire qui a repris la main sur l'IXP et qui anime donc l'IXP de manière neutre. Et moi, je trouve que ça se passe plutôt bien et qu'il y a une assez bonne croissance. Alors, on en arrive au 2e problème que vous avez évoqué, qui est comment forcer les opérateurs à annoncer tout leur AS, enfin tout leur espace IP. Et oui, ça, c'est un problème. Donc là, c'est un problème il faut réussir à parler avec les gens, en effet, c'est en allant leur parler qu'on va y arriver. Le faire dans des environnements professionnels, mais néanmoins décontractés, le faire de manière assez régulière pour que qu'il y ait plusieurs acteurs de l'opérateur qui viennent et qu'au bout d'un moment, l'opérateur, c'est pas qu'il va céder, c'est qu'il va dire bon, on va arrêter de jouer, de faire exprès de ne leur présenter que quelques parties de notre espace IP, et ils vont bien voir que ça n'est... Déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça leur mobilise des ressources de sélectionner quelles IP ils envoient et quelles IP ils n'envoient pas. Ça leur crée du travail en plus. C'est contre-productif de leur côté, c'est contre-productif pour le pays tout entier. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, de ne pas tout annoncer, hein, bien sûr. Donc, c'est par le discours. Et puis, quand ils vont voir que votre XP marche bien, qui commence à avoir une forte place à l'international, etc., bah, ils pourront dire ah bah nous on était parmi les premiers, etc. Et là vous pourrez aller les voir en leur disant oui mais vous êtes gentils, vous continuez de n'annoncer que 5% de vos clients, donc ça va pas. Ça, c'est évidemment, on peut difficilement aller expliquer à un ministre que l'opérateur historique ne joue pas le jeu parce que, oh, monsieur le ministre, ils annoncent que 1/24. Bon, le ministre, il va dire oh, de quoi tu me parles. Donc, il faut trouver les moyens de le faire, c'est du temps. C'est pour ça qu'un XP, comme je vous le disais, c'est souvent un projet non technique. C'est un projet il faut rester un petit peu copain avec tout le monde, même avec les gens qu'on n'aime pas nécessairement, mais il faut continuer à maintenir le lien. Voilà, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail de longue haleine, ça ne se fait pas en 5 ans, enfin pas en 1 an, en 5 ans on commence à voir les fruits qui portent et en 10 ans, au bout de 10 ans, on a quelque chose qui est stable et qui est mature et on peut être fier du travail qu'on a fait. Et comment évaluer le niveau de maturité de l'XP? Alors j'avais essayé de créer justement une sorte de note comme ça en mettant plusieurs critères. Des critères sur le marketing, des critères, etc. Et ça donnait une note sur 20 ou sur 100, je ne sais plus. Mais c'est très, très... Alors, au pire, on pourrait en effet le faire au niveau d'un IXP. Enfin, au mieux d'ailleurs, c'est pas au pire. On pourrait le faire au niveau d'un IXP en disant,
dans mon IXP, voilà, sur la partie technique, j'en suis là, j'ai fait ça, mais il y a ça qui ne va pas encore. Et dans la partie marketing, j'en suis là. Et dans la partie gestion, finance, comptabilité, encaissement, facturation, encaissement, il ne faut pas oublier ce point-là, hein, qui est quand même critique, enfin vital, et il faudrait idéalement qu'un IXP arrive à l'autonomie financière, ne serait-ce que pouvoir se dégager de toute pression possible ou toute tutelle possible, et qui deviennent un acteur neutre et autofinancé. Donc, en effet, on pourrait essayer de créer un système mais oui, mais voilà, de dire de notation d'IXP, c'est pas très très positif de parler de notation. On est plutôt dans un système où on devrait tracer chaque année une liste de points d'amélioration, plutôt que de dire mon IXP, je suis à 12 sur 20. Bon, 12 sur 20, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas, il y a peut-être des critères où je vais être vraiment pas bon, mais je le sais et je n'y peux rien. Et puis d'autres critères où je vais être très bon, mais en fait, c'est même pas grâce à moi, c'est juste que j'ai bénéficié de l'arrivée de 3 câbles de 160 terabits. Bon, bah évidemment, on se doute que les acteurs qui arrivent par un câble à 160 terabits, ils vont pas me commander un accès 10 mégas, ils vont commander un accès 10 gigas. Donc voilà, c'est pas évident. Et donc nous-mêmes, hein, on, enfin, on parle et on propose en ce moment avec Francix à certains pays de les assister, de venir les aider. Enfin, voilà, évidemment, on ne peut pas venir passer 10 jours dans un pays complètement gratuitement, mais vous voyez que là, on est deux de Francix, par exemple, à être présents et à essayer d'aider, de soutenir dans la mesure de nos moyens, et vraiment en toute humilité et sans vous dire c'est comme ça qu'il faut faire. Mais je crois qu'on est en pourparlers en ce moment avec le Civix pour faire une petite intervention de ce type-là, 4 ou 5 jours sur site, pour faire un point d'étape et essayer de trouver les axes d'amélioration. Par exemple, est-ce qu'il faut que l'IXP devienne un producteur de contenu local avec des éléments simples comme une base FTP, des choses qui permettraient donc de créer du trafic national pour montrer qu'il est possible d'héberger des choses nationalement, et que quand elles sont hébergées au cœur de l'IXP, sans surprise, les débits sont là, la qualité est là, donc ça marche très bien. Et que les gens vont se rendre compte que, ah oui, on peut héberger chez nous, on n'est pas obligé d'aller en France ou aux États-Unis. Ça peut être quelque chose que fait un IXP. Et moi-même, dans ma vie antérieure, donc dans Lyonix, on avait créé quelques services pour neutres et non concurrentiels, bien sûr, pour démontrer l'intérêt technique de l'IXP. Par exemple, un petit service de visioconférence qui démontrait que dès qu'on avait un serveur de visioconférence qui était situé au bon endroit, les gens pouvaient faire des conférences qui se passaient dans de très bonnes conditions, alors que quand ils utilisaient des serveurs qui étaient très loin, ça ne marchait pas du tout. Bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de bandes passantes, donc on a un peu moins ce problème-là, mais je pense que au niveau de l'Afrique, par exemple, avoir un petit serveur de visioconférence hébergé au cœur de l'IXP, tous les acteurs pirant avec ce serveur-là, ce qui veut dire que même entre deux clients qui sont chez deux fournisseurs d'accès qui ne pirent pas entre eux, eh ben, on va bénéficier quand même du peering, parce que les deux clients, OK, leurs fournisseurs ne pirent pas entre eux, mais leurs deux fournisseurs pirent avec les XP. Voilà. Donc ça, c'est des méthodes qui peuvent permettre de montrer l'intérêt d'un XP. Et bon, il faut réfléchir. Est-ce qu'on le fait, enfin, est-ce que vous le faites? Parce que nous, on ne va pas le faire, mais et comment vous pouvez le faire? Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos trois questions. Si c'était pas assez clair, peut-être juste un aspect pour convaincre les opérateurs de venir. La partie relation humaine est vraiment très importante dans les IXP, puisqu'au bout d'un moment, c'est des êtres humains qui décident de prendre ou pas de changer leur politique de routage, par exemple. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous allez avoir les gens à l'usure, mais vous allez avoir les gens à la confiance, et ils vont comprendre au bout d'un certain temps qu'ils ont intérêt pour eux, pour leur entreprise, pour leur pays, pour eux-mêmes en tant que citoyens, d'annoncer l'intégralité de leur espace IP. Donc voilà, c'est un travail, il faut le faire, il faut organiser beaucoup d'événements, comme je disais, des événements techniques, des événements juste conviviaux pour que la communauté se rencontre. Et quand vous arrivez à faire ça, organiser des réunions techniques ou organiser des apéritifs, des afterworks, ça peut permettre vraiment de débloquer, de faire sauter des blocages.
Merci beaucoup, Samuel, pour ces éclaircissements. Peut-être pour ajouter à l'aspect comment mesurer le niveau de développement des points d'échange. Au niveau de Internet Society, on a développé comment je vais appeler ça? C'est pas un questionnaire, c'est comme une fiche de questions qu'on fait passer au point d'échange qui va passer dans beaucoup d'aspects. Ça veut dire des questions techniques, des questions non techniques, des questions sur est-ce qu'il y a un comité en place, est-ce qu'ils font des réunions, est-ce qu'il y a la politique de peering, est-ce qu'il y a un site web, est-ce qu'il y a... Donc, toutes ces questions-là, quand on fait passer le point d'échange dans toutes ces questions, on arrive à savoir à quel niveau le point d'échange se trouve. Et on a mis ça en 3 catégories, principalement la catégorie début, initial, il y a la catégorie développement, development, ou bien qui est en train de développer, et puis la catégorie avancée. La catégorie avancée, c'est ce dont Simon parlait, les AM6, les DKIX, ils sont arrivés à un niveau avancé et il faut à ce niveau-là se réimaginer pour pouvoir avancer. Mais la plupart des points d'échange en Afrique sont entre les 2 premiers, donc euh, initial, niveau initial ou niveau en développement. Donc, voilà un peu. On pourra partager avec vous le questionnaire qui sera mis en ligne dans les jours à venir, dans pratiquement pas, peut-être pas dans plus d'une semaine. Le questionnaire sera libre et il est donné à tous les opérateurs de points d'échange pour s'auto-évaluer. Et à partir de ce questionnaire, les points d'échange peuvent définir maintenant quel est leur plan de développement. Nous voulons nous développer. Côté technique, nous sommes avancés, mais côté engagement de la communauté, nous ne sommes pas avancés. Et nous voudrions avancer sur ce point-là. Et ils définissent un plan d'action sur une année et ainsi de suite. Et nous pouvons aussi les accompagner pour cela. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je peux juste me permettre là-dessus, Oui, Samuel. on a organisé donc avec ISOC il y a une dizaine d'années, c'est Franck Simon et moi-même, à l'époque, on n'était pas dans la même organisation, mais qui avons assuré la majorité des formations, enfin des présentations, des animations de workshops que nous avons menés dans des pays en Afrique pour la création des XP. Et ce que j'ai pu observer de mon côté, c'est qu'on avait vraiment, on a eu de la chance, certains événements avaient lieu sur 3 jours. Et donc dans la salle étaient présents quelques acteurs publics, hein, en général le ministère de l'Intérieur, les télécoms, le régulateur, mais évidemment la majorité c'était des fournisseurs d'accès Internet. Et ces messieurs, parce qu'en général il s'agissait de messieurs, se regardaient vraiment en chien de faïence. On voyait clairement dans un pays où il y avait 3 fournisseurs d'accès, on voyait 4 personnes ici, 4 personnes ici, 4 personnes ici. Les gens ne se parlaient pas du tout entre eux. C'était parfois et bien souvent la première fois que ces gens-là se voyaient. Ils ne s'étaient jamais vus avant. Il n'y avait jamais eu un événement qui avait permis de rassembler ces gens. Et moi, je disais souvent aux gens, bah écoutez, moi ce soir, je vais pas sortir, je vais pas aller en ville, je reste ici et si vous voulez, on boit des bières sur ma facture, sur ma note d'hôtel. Et bah, vous me croirez si vous voulez, mais au bout de 3 jours, ces gens-là se parlaient, se tutoyaient, se tapaient dans le dos, etc. Alors que vraiment, 3 jours avant, ils se détestaient sans même savoir pourquoi ils se détestaient, juste parce qu'ils savaient qu'ils étaient concurrents, etc. Mais là, ils avaient compris ils avaient affaire à leur homologue technicien du même niveau hiérarchique et que, en fin de compte, on pouvait tout à fait parler avec son concurrent et envisager de faire des choses avec lui. J'ai vu certains pays qui ont clairement fait des choses où les petits techniciens locaux du bas de l'échelle ont fait des choses sans en alerter leur hiérarchie et ça s'est très bien passé. Et puis une fois que ça a été installé comme ça, bah ça a perduré et puis bah maintenant c'est un état de fait. Et voilà. Donc l'aspect humain vraiment de relations humaines peut aider à faire sauter des barrières. Et là, c'était juste par opportunité qu'on a pu créer ça. Avant même que l'IXP existe, il y avait déjà un embryon de communauté qui s'était formé. Et les souvenirs que j'ai les plus forts là-dessus, ça tombe bien, c'est dans votre sous-région. Donc, où on a vraiment eu des cas où, hein, je pense au Burundi, ou des pays comme ça, où les gens n'imaginaient même pas qu'ils allaient parler avec leurs concurrents.
Et au bout de 2 ou 3 jours, ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde, mais ils se respectaient, ils se parlaient et ils envisageaient tout à fait de faire des choses ensemble. Et d'ailleurs, ils me disaient toujours, mais pourquoi on ne s'est pas rencontrés avant? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samuel. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour Samuel? Merci, merci. Alors, la présentation sera disponible sur le site de l'événement. Si pas aujourd'hui, on va s'atteler à le faire, en tout cas avant la fin de la semaine. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à la deuxième session. La deuxième session, c'est une session de partage d'expérience. Samuel nous a brossé le portrait en général de la sous-région. Et comme vous avez pu le voir, la Centrafrique n'a pas de point d'échange. Sao Tomé n'a pas de point d'échange, si je me rappelle bien. Et le dernier, c'est... Il y a 3 pays. Je ne me rappelle pas. Mais je pense que c'est la Centrafrique, Sao Tomé et Guinée équatoriale. Okay. Voilà, Donc, Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Donc, ces 3 pays n'ont pas de point d'échange. Et comme Samuel l'a dit, c'est vraiment très, très simple. C'est juste un switch Ethernet qui est là. Et les acteurs qui sont les MTN, les opérateurs locaux, tous ces opérateurs se mettent ensemble et s'interconnectent. Donc, dans la deuxième session aujourd'hui, on va donner la parole au point d'échange. On va commencer par le point d'échange du Congo. Et nous avons avec nous Boris Likibi, qui vient de MTN. Il travaille pour MTN, mais il est aussi le représentant ou le coordinateur du comité technique du CGX, n'est-ce pas? Donc voilà, en peu de mots, il va se présenter et il va nous parler un peu du point d'échange du Congo. Alors, vous êtes dans la salle, vous êtes opérateur d'un réseau, vous n'êtes pas encore sur le point d'échange, voilà la personne qu'il faut voir, approchez-vous de Boris et il va pouvoir vous aider et vous assister à vous connecter sur le point d'échange et tout ce qui est nécessaire. Donc, sans plus tarder, Boris, le temps est à toi. Merci.